Dans la cité libre de Pentos, un conseil secret vient d'avoir lieu entre la famille Martell de Dorne, la famille Tyrell du Bief et la famille Lannister de l'Ouest. Pendant plus de 2 jours, les différents représentants de ces grandes familles ont débattu avec le prince héritier Viserys Targaryen, qui a fait grand bruit en arrivant avec son armée de Dothraki. Ce n'est qu'au 3e jour que la famille Greyjoy des Îles de Fer a fini par arriver avec une partie de la flotte de fer et leurs représentants pour prendre part aux négociations. Varys le sait, l'avenir des 7 couronnes se décidera autour de cette assemblée improbable. À Westeros, l'armée loyaliste s'est enfin réunie à Harrenhal, et tous les seigneurs ont pu découvrir avec stupeur ou enthousiasme les nouveaux héritiers du roi Robert. L'heure est à la guerre, et les membres de la faction loyaliste n'ont pas la moindre idée de ce qui se trame en coulisses. Dans cette réalité, un autre personnage est bien embarrassé de cette situation. Peter Baelish, qui n'est certes pas suspecté de la tentative d'assassinat de Jon Arryn, mais qui perd ici tout moyen de connaître une ascension fulgurante. Il doit trouver une solution pour ne pas perdre ses opportunités. Sur les terres de l'Ouest, Tywin attend avec impatience les résultats des négociations avec les enfants Targaryens. Il le sait, son plan est risqué, pouvant provoquer la chute de sa famille, ou au contraire le retour à son âge d'or. Il ne digère toujours pas d'avoir nommé Tyrion comme héritier, pour autant, il en a conscience, c'était cela ou la fin de la lignée Lannister. En tant qu'échanson, Jon Snow a une vue d'ensemble sur la planification de la stratégie à Harrenhal. Il est à la fois épaté, intrigué et fasciné par l'esprit militaire de son père, Ned Stark, et surtout du roi Robert Baratheon, qui témoigne d'un esprit stratégique aiguisé et d'une volonté de fer. Il faut admettre que le bâtard du Nord est également admirateur du choix de Robert d'avoir légitimé ses propres bâtards, sans faire de concessions. Plus encore, il n'a pas peur de briser les règles en ayant nommé sa fille comme écuyère de son père. Pour Jon, cette situation est particulièrement amusante. Le visage de son père Ned lorsqu'il a découvert que le roi lui avait confié non pas un mais une écuyère n'avait pas de prix. Son seul regret étant que Robb ne soit pas là pour voir ça. En effet, il faut toujours un Stark à Winterfell, et en l'absence de son père, Robb devient le seigneur du Nord. Pour Jon, c'est la première fois qu'il est si loin de chez lui, et de ses demi-frères et sœurs. Pour autant, il réussit à s'entendre avec les enfants de Robert. Après tout, ils sont également d'anciens bâtards, et également ont le même âge. Il se rapproche principalement d'Edric et de Mya, avec lesquels il développe une certaine amitié. Gendry, de son côté, passe tout son temps aux côtés du légendaire Barristan Selmy pour s'entraîner. Néanmoins, quelque chose dérange profondément Jon. Les regards que lui lance par moments le roi Robert, qui semble percevoir quelque chose en lui, quelque chose de familier, et ces regards ne semblent pas être du goût de son père Ned, puisque voilà quelques sessions de conseil de guerre auxquelles le jeune Snow n'est pas convié. Un changement d'attitude qu'il a du mal à comprendre et à expliquer, pensant que son propre père a honte de lui ou se refuse à le légitimer comme l'a fait Robert avec ses propres enfants. Néanmoins, il continue de faire son devoir des chansons, en servant le vin, en s'occupant de la tente de son père, de son cheval, et toute autre tâche que lui confierait le régent du Nord. Réalisant beaucoup de ces dernières en compagnie de Mya, avec qui il noue une certaine complicité. Bien que la Baratheon soit légèrement plus âgé que Jon, ce dernier commence à développer une attirance pour la princesse, ce qui, là non plus, ne semble pas être du goût de son père Ned, qui se montre distant vis-à-vis de la question et évite le sujet autant que possible. Pour la première fois, Ned Stark ne se comporte pas comme un père avec Jon, et cela le perturbe grandement. Et tandis qu'il s'apprêtait à le confronter à ce sujet, il est interrompu par la venue du roi Robert et sa main Jon Arryn dans la tente de Ned Stark. Robert et Jon Arryn pénètrent la tente de Ned Stark, tombant pile sur Jon Snow qui s'incline immédiatement devant eux et s'apprête à partir après avoir été congédié par son père. Il est cependant stoppé net par Robert Baratheon, qui lui ordonne de rester. Ce dernier le saisit fermement et le regarde dans les yeux, face à face, l'examinant sous toutes les coutures. Jon est embarrassé et Ned semble surtout stressé. Puis, Robert finit par lui demander fermement qui était sa mère, question à laquelle Jon ne sait pas répondre. Le roi finissant par le relâcher et se tourner vers Ned Stark, lui posant la même question d'un ton inquisiteur, bien que Jon Arryn tente de le tempérer. Pour le Jon Snow, la scène est surréaliste, alors que le vieux loup finit par soupirer et demander à Jon Snow de quitter la tente, ce que Robert refuse catégoriquement. Aussi, n'ayant plus le choix, le Lord de Winterfell admet la terrible vérité.
Jon Snow est en réalité Aegon Targaryen, fils légitime de sa sœur Lyanna Stark et de Rhaegar Targaryen. Le roi fulmine de rage et regarde le jeune homme qui semble tout aussi sous le choc que lui, avant de lui dire de dégager de la tente, ce qu'il fait sans hésiter. Puis, le souverain confronte alors Ned. Il le savait à la seconde où il a vu Jon. Il s'est souvenu parfaitement du visage de sa bien-aimée Lyanna et de celui de cette ordure de Rhaegar Targaryen. Depuis combien d'années son meilleur ami lui a-t-il caché cela? Lyanna n'a jamais été violée. Elle s'est enfuie avec Rhaegar volontairement. Des années de haine et de ressentiment envers les Targaryens. Pour rien. Des années à vouloir massacrer chaque enfant aux cheveux blancs. Pour rien. Jon Arryn essaie de temporiser la discussion tant bien que mal. Lui-même est encore sous le choc de la vérité. Pour Robert, il n'y a pas le choix. Jon Snow doit mourir, ou finir ses jours sur le mur. Néanmoins, la main du roi propose une autre solution. Les enfants Targaryens, Viserys et Daenerys, sont une menace, puisque certaines familles comme les Tyrell et les Martell veulent probablement se rallier à leur cause. Mais si l'héritier légitime du trône était aux côtés de Robert, et allié par le mariage, plus jamais sa légitimité ne serait questionnée. Jon Arryn propose alors un mariage entre Aegon et Mya, arguant que les deux se plaisent et se côtoient déjà. De ce fait, Mya devrait être nommée héritière du trône, et Aegon deviendrait de ce fait le roi consort. La fureur de Robert ne semble pas s'apaiser. Pour autant, après s'être servi une coupe de vin, il ordonnera que cela soit fait, et qu'on ne le dérange plus pour la soirée. Congédiant Ned Stark et Jon Arryn, qui quittent alors la tente dans un silence de mort, avant de partir chacun de leur côté. Retrouvant son neveu Aegon Targaryen à proximité du barral sacré d'Harrenhal, Ned Stark vient s'asseoir à ses côtés, avant que son échanson ne lui pose la question fatidique. Pourquoi ne lui a-t-il jamais rien dit? Le loup de Winterfell vient alors soupirer et se masser le visage avec sa main, avant de lui raconter toute l'histoire. Sa dispute avec Robert après la rébellion concernant les Lannister, son départ pour le sud, la tour de la joie, sa sœur mourante et la naissance de son neveu. Quelques larmes coulent sur la joue droite de l'honorable Stark alors qu'il parle de ses souvenirs douloureux, arguant qu'il ne voulait que protéger Aegon pour qu'il puisse suivre sa propre voie, s'aventurer sur son propre chemin. Puis, après un moment de silence, celui qui n'est plus un bâtard vient le remercier d'avoir sacrifié son honneur pour lui sauver la vie. Ned vient également lui expliquer ce qui va arriver par la suite. Il va devoir épouser Mya Baratheon et devenir roi consort s'il veut pouvoir en réchapper. En faisant cela, en devenant véritablement Aegon Targaryen, il donnera à Robert une nouvelle légitimité et permettra d'unifier le royaume une bonne fois pour toutes. D'autant plus qu'il le sait, l'hiver vient. Pour le jeune Aegon, la nouvelle est dure à encaisser. C'est une succession d'informations qu'il doit assimiler rapidement. Et bien que l'idée d'épouser Mya ne le dérange nullement, il ne s'était jamais imaginé roi consort, ou même Targaryen. Rien que son nouveau prénom lui semble curieux. Aegon. Aegon. Si différent de Jon. Il tente de le prononcer à plusieurs reprises, comme pour se faire à l'idée, avant qu'il ne demande à son père si le choix de désigner Mya comme héritière ne va pas encore plus diviser le royaume. Pour Ned, il ne peut y avoir aucune certitude à cette question, d'autant plus que la seule preuve de la légitimité de Aegon se trouve dans les archives poussiéreuses de la citadelle des Mestres sur le territoire des Tyrell. Pour l'heure, il faut se préoccuper de la guerre contre les Lannister et réfléchir à un moyen de garantir une paix durable. C'est pendant cette discussion que les deux hommes sont interrompus par l'arrivée de Jon Arryn qui vient s'asseoir aux côtés de Ned, lui suggérant une idée, de même qu'à Aegon. Il propose d'écraser l'armée Lannister et de négocier avec Viserys Targaryen son retour sain et sauf à Westeros en tant que membre de la famille d'Aegon Targaryen, pour qu'ils puissent de nouveau être les lords de Pierre Dragon, tout en s'assurant la dissolution de toute coalition qui pourrait vouloir détrôner Robert. Idée que Ned soutient, tandis que Aegon semble encore encaisser les différentes nouvelles, ainsi que sa nouvelle destinée. Dans les jardins aquatiques de Dorne, après plusieurs jours, le prince Doran Martell vient de recevoir une missive surprise de Jon Arryn, la main du roi Robert. Rhaegar Targaryen aurait eu un fils avec Lyanna Stark, un certain Aegon. Et bien que cela implique que le prince Targaryen ait trahi son mariage avec Elia Martell, c'est également une opportunité pour Dorne d'obtenir sa vengeance sur les Lannister.
Bien que son frère Oberyn soit à Pentos pour traiter avec Viserys et Daenerys, l'annonce de la nomination du fils de Rhaegar comme roi consort à la mort de Robert est une nouvelle particulièrement intéressante. Aussi, sans traîner, le prince de Dorne rappelle son frère Oberyn à la capitale dornienne. Son plan est clair, se rallier à Robert Baratheon en soutenant la revendication au trône de ce Aegon. Évidemment, c'est surtout un prétexte pour pouvoir enfin en découdre avec les Lannister et Tywin, qui se moquent depuis trop longtemps de Dorne. Il le sait, son frère Oberyn sera ravi d'en découdre avec les Lions de l'Ouest. De plus, le Dornien est un homme sage, il sait que le règne de Robert s'est montré paisible et lucratif. Ajoutez à cela les rapports que lui a transmis son frère sur Viserys Targaryen, qui semble malheureusement plus tenir de son père le roi fou que de son frère le noble Rhaegar. Aussi, dans le plus grand secret, il envoie un missionnaire informer le roi Robert que Dorne reconnaît la légitimité de la princesse Mia Baratheon et du prince Aegon Targaryen, et qu'ils accepteront de combattre aux côtés de la couronne uniquement si Robert promet de céder le pouvoir à sa fille après la guerre, et que les Lannister soient châtiés pour leurs crimes. Pour autant, il se garde bien d'informer les loyalistes de la réunion secrète qui se trame à Pentos, préférant garder un maximum de cartes en main sans dévoiler l'entièreté de son jeu. Le prince Doran est un homme avisé, et un stratège réfléchi. Il sait très bien que le prince Viserys Targaryen et son armée de sauvages Dothraki pourraient être une menace ou un allié. De plus, il n'est pas certain de la position des maisons Greyjoy et Tyrell dans le conflit à venir. La prudence est de mise, ainsi que la planification minutieuse de la politique à suivre vis-à-vis des Baratheons. Cependant, il le sait, son peuple et sa famille seront ravis de pouvoir enfin en découdre avec les prétentieux de la maison Lannister, qu'il compte bien écraser une bonne fois pour toutes après le massacre des enfants d'Elia Martell. La reine des épines vient de recevoir une missive des plus intrigantes à vos jardins. Rhaegar Targaryen aurait eu un fils. Voilà qui change la donne. Ses émissaires sont à Pentos pour négocier avec Viserys et les autres grandes familles. Pour autant, elle n'a encore donné aucune réponse concernant la proposition de mariage entre Margaery et Tyrion. Sa première réaction est d'envoyer des soldats fouiller chaque recoin de la citadelle pour trouver une preuve de la légitimité de ce Aegon Targaryen. Après tout, Eddard Stark est un homme d'honneur, certes, mais un enfant Targaryen surgissant de nulle part laisse tout de même perplexe. Pour Olenna Tyrell, il est nécessaire d'avoir toutes les cartes en main. D'autant qu'elle le sait, les Martell de Dorne ne refuseront pas l'opportunité de se venger des Lannister, quitte à s'allier à Robert Baratheon. Pour autant, la vieille femme a un certain respect pour l'usurpateur. D'abord, il légitimise des bâtards, ensuite il reconnaît l'existence d'un enfant Targaryen, et voilà qu'il propose de mettre une femme sur le trône. Il brise les codes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il ne demande de compte à personne. La reine des épines respecte grandement cela. Néanmoins, elle se demande si elle ne ferait pas bien d'accepter le mariage entre Tyrion et Margaery, pour obtenir une légitimité sur le trône de l'Ouest, quitte à trahir Tywin et prendre Tyrion en otage. Une idée particulièrement sombre, mais qui assurerait à la famille Tyrell de devenir la plus riche de Westeros et la plus puissante, pouvant rivaliser ainsi avec le Nord en termes de taille. Évidemment, cela impliquerait que les Martell ne déciment pas l'entièreté de la famille Lannister pendant la guerre. Olenna le sait, les forces sont égales. Si les Greyjoy s'allient à Viserys Targaryen, il pourra traverser le détroit avec son armée de 100 000 Dothraki, le soutien de la maison Lannister, et probablement le soutien d'autres maisons plus mineures, qui verront un avantage à s'allier à Viserys plutôt qu'à Robert. Seules deux armées sont assez imposantes pour rivaliser avec la puissance militaire des Lannister, celle des Tyrell, et celle des Baratheon, fidèles à Renly, et non à Stannis. Voilà qui serait une autre solution. Renly n'est pas marié, et Olenna a conscience de sa relation avec son petit-fils, Loras Tyrell. Un mariage entre Margaery et Renly assurerait à la maison Tyrell de prospérer aux côtés de la couronne, en plus de créer une alliance solide entre deux puissances militaires importantes. Et si Renly préfère la compagnie de Loras, personne n'est obligé de le savoir. Ainsi soit-il, Margaery épousera Renly, et les Tyrell se déclareront pour Robert Baratheon dans la guerre. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, commenter ou partager. Cela m'aide grandement dans mon travail. Vous pouvez également regarder les liens en description qui contribuent au travail de mon monteur, Apple Rider. En vous remerciant à nouveau pour votre intérêt et votre soutien sur la chaîne.